La particularité de cette figure de Félix Manz, c'est que, comme l'ont dit certains, et parmi ceux qui ont contribué à sa mise à mort, il a été baptisé 3 fois. La première fois comme enfant, selon la coutume de l'époque. La deuxième fois lors de cet épisode du baptême d'adultes qui redécouvre cette pratique. Et puis la troisième fois lors de sa noyade dans la Limmat, le fleuve qui traverse la ville de Zurich. Alors, je voudrais dire un mot de présentation de nos intervenants de ce soir. Nous avons la joie d'avoir avec nous Jason Lenzel, qui est l'auteur principal de la bande dessinée. Il est auteur et illustrateur aussi. Il vit dans l'État de New York et il est membre de la communauté anabaptiste du Bruderhof, qui est une communauté qui se situe dans la lignée de la réforme radicale du XVIe siècle, même si c'est une communauté qui existe depuis 100 ans, mais c'est déjà beaucoup, 100 ans, puisque c'est une communauté de vie. Nous saluons aussi la présence de Marie-Noël von der Recke, qui est la traductrice de la bande dessinée. Elle est aussi théologienne et elle assume diverses fonctions. Elle est membre aussi d'une une communauté œcuménique de vie en Allemagne qui s'appelle le Laurentius Convent, et elle est membre également de l'Église ménonite de Francfort. Et puis le troisième intervenant sera Neil Blau, qui est professeur émérite d'histoire de l'Église à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, ancien directeur du Centre ménonite de Paris et un historien spécialiste de l'anabaptisme du XVIe siècle et ayant publié plusieurs ouvrages sur le sujet, comme par exemple celui-ci qui porte sur Balthazar Mayer et qui porte comme titre Les révoltés de l'Évangile. Soyez les bienvenus tous les trois. C'est un privilège de pouvoir échanger autour de cette BD avec vous. Dans un instant, Jason aura la parole en premier, puis Marie-Noël comme traductrice, et puis Neil également réagira au livre. Peut-être Jason voudra réagir à Neil, et puis je poserai l'une ou l'autre question à nos intervenants, mais vous aurez aussi la parole pour plus de questions. Ce temps ensemble va durer jusqu'à 22 heures. Et j'apporte encore l'une ou l'autre précision technique. D'abord concernant la traduction, donc ça se passe en français bien évidemment. Normalement, vous devez m'entendre, mais si besoin, vous pouvez cliquer sur l'icône interprétation avec un globe en bas de votre écran, et ensuite vous pouvez choisir l'anglais ou le français comme langue. Si l'icône interprétation avec un globe n'apparaît pas, il vous faut cliquer sur une autre icône qui s'appelle plus et qui est faite avec un cercle dans lequel il y a 3 points. Et si vous cliquez là-dessus, alors vous trouvez l'icône globe et avec les mots interprétation, vous cliquez dessus et vous pouvez choisir votre langue. S'il y a des difficultés techniques, vous avez dans le chat ou discussion, aussi en bas de votre écran, si vous cliquez dessus, apparaît ce chat ou l'outil discussion avec le numéro de téléphone de Romain, qui est notre technicien. Et puis donc, j'évoque Salomé, qui est notre traductrice ce soir, pour rendre accessibles les choses à Jason et pour traduire Jason quand il prendra la parole. Nous avons commencé à enregistrer et donc à partir de maintenant, je vous propose de couper vos caméras puisque nous mettrons l'enregistrement à disposition sur la chaîne YouTube des éditions Ménonites et que pour visionner ce webinaire, il est plus agréable de ne voir que les intervenants. Merci de votre compréhension. Et donc, encore une fois, concernant les questions de votre part,
Vous pourrez soit les poser oralement, en direct, le moment venu, ou me les adresser dès maintenant par l'outil chat ou discussion. Et merci de choisir mon nom et mon prénom pour me les adresser. Et puis, j'en sélectionnerai s'il y en a trop pour adresser l'une ou l'autre question à nos intervenants. Là aussi, merci de votre compréhension. Alors, sans attendre davantage, je voudrais donner la parole à Jason pour qu'il nous dise un peu les- l'arrière-plan, l'histoire et les coulisses de ce projet de bande dessinée sur Félix Mans. À toi la parole, Jason. Et tu peux... Good evening. My name's Jason Lanzel. I'm the Donc author bonsoir, je of m'appelle Whitewater, Jason Lancel, je suis the l'auteur trilogy of de radical Parlo Reformation graphic novel et d'une trilogy of the trilogie Tidewater de series des volume. héros de la Réformation radicale qui est en roman graphique. I want to thank Editions Mennonites for your work in Merci translating beaucoup and à publishing vous, les Tidewater in éditions French. Ménonites, Book looks d'avoir beautiful. publié, traduit et Next to look publié to mon it. œuvre en Thanks for inviting français. me to this C'est webinar très this beau. evening. Merci aussi de m'inviter à ce webinaire ce So I live soir. in the United States, Donc upstate New j'habite York. aux États-Unis, au I've nord been de a New l'État de York New York. resident most of my life. Euh, My wife and I are J'habite part of a là-bas very Christian depuis, community c'est la in plupart de Europe. la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée là-bas. It was Avec mon formed épouse, on fait over partie 100 d'une years ago communauté chrétienne qui s'appelle le and draws Broederhof, inspiration from the un early groupe qui a été Anabaptist formé il y a un petit structure peu of plus that de early 100 ans community, et qui s'est as well as the inspiré early Christians. des premiers anabaptistes et puis de la structure de leur première Our communauté. communities are located in Europe, Euh, Korea, on trouve the nos United communautés States, en Europe, Australia, en and South Corée, aux America. États-Unis, en Australie et puis en Afrique, en Amérique du Sud. My own family has a direct connection to the early Euh, Anabaptists, Ma as propre my famille wife, a une who's in connexion South en Dakota, direct aux premiers had a anabaptistes, right puisque background. mon épouse, The qui vient du Hunterites are direct descendants Dakota, of these du Dakota du radical Sud, elle est reformers. d'origine uttérite. Les This uttérites direct sont link des played descendants a big directs part in my inspiration for des pursuing this réformes de la project, réforme radicale. which I've been working on for around 7 years Et now puis off ce and lien on. direct a joué une grande part dans mon inspiration pour ce My wife projet. grew up listening to the Je stories travaille sur of ce these projet Anabaptist depuis heroes, plus de 7 ans à peu près. and it's been a passion of ours to try and Mon find épouse ways a to keep grandi en these stories entendant des alive. histoires de ces héros We have anabaptistes et ça a teenage été children of vraiment our notre own passion de and wanted to trouver une find façon de ways garder to ces do this histoires in en the vie. field, On a both to earn des initial enfants careers adolescents and to nous-mêmes et younger puis on readers more voulait faire likely to pick up a longer, un, more studious work on the subject. on voulait pouvoir trouver une façon de transmettre ces I have been a histoires long-time qui fan serait of comics intéressant and aussi graphic pour les novels jeunes et and pour les film personnes qui ne sont pas pilgrimage initiées. as a means Euh, to do this. J'aime beaucoup lire des bandes dessinées Cloud et Publishing c'est aussi approached du me coup un with the support concept, qui m'a plu. and we were glad to get involved. I've Les worked for éditions Cloud as an Plo illustrator and a writer m'ont for their magazine previously. approché And pour since then, it's been a long and very adventurous journey to construire bring un these petit peu le stories to projet. Et life puis on for était vraiment contents de material pouvoir s'impliquer like avec you've eux. seen today. Je travaillais pour eux comme illustrateur et puis auteur pour leur As part of magazine. this process, my wife and I Et had the puis chance to c'est travel to depuis many of 7 the ans locations in Switzerland, une longue Germany, aventure. Austria, Avec mon épouse, on a eu Italy, la and chance the de Czech voyager dans Republic. beaucoup des lieux I did extensive qui sont research cités over ici. several On years, était en Suisse, en not only Allemagne, on en the lives of Autriche, the en Anabaptists, Italie, en but the République available tchèque. books and documents. J'ai fait beaucoup de recherches sur les A lot of dernières which are années, listed in the further pas seulement sur reading la vie section des at the back of anabaptistes, Bywater. avec les livres et But les also documents qui research sont for valables. Il y en a commentary, beaucoup qu'on trouve à la fin politics, de culture, la bande arts, dessinée. music, food, Mais on a fashion, and aussi so fait de la on. recherche sur l'époque, la politique, la culture, l'art, Our la wish was to musique, create a window la into their time nourriture, la mode, etc. and what they may have Ce qu'on experienced voulait, c'était to help give these pouvoir stories context ouvrir and life, une fenêtre to sur recreate cette their époque world et a montrer little. qu'est-ce que c'était This was an l'expérience important thing for us to try and do. de vivre dans ce contexte, de recréer un peu leur monde. So after I'd written Bywater, and had done a lot of the concept art for the Quand j'avais comics écrit and the Parlo, characters, part of that, alors que j'avais déjà beaucoup my friend travaillé Richard sur Monkman was brought on board to help me le refine the côté, script. le graphisme, les scènes, les Rich has a personnages, background in writing and directing for mon stage ami and film. Richard Mommsen, il a The rejoint le artist, projet pour m'aider à Sanka affiner le Banerjee, scénario. also a very Et close puis friend of mine l'artiste from Sanka Calcutta, Banerjee, India, qui est un bon ami à came moi on qui board vient with me to de plan it out, Kolkata en and Inde, together we developed il the nous a art rejoint for pour these faire le stories. graphisme final et puis ensemble on a travaillé sur le graphisme
et l'histoire. J'ai aussi eu la chance de visiter l'Inde plus tôt cette année, puis j'ai passé un petit peu de temps avec Sanka pour, euh, pour finir de travailler ensemble sur le dernier livre de la trilogie qui s'appelle Par l'épée. C'est un livre de fiction historique, mais Par l'eau est vraiment ancré dans ce qu'on sait de Félix Manz et de sa vie. Il y a beaucoup qu'on aurait voulu pouvoir inclure dans le livre, mais il y a plusieurs arcs narratifs qu'on a dû couper de l'histoire finale. Par exemple, on aurait voulu parler de la guerre des paysans qui était menée par Thomas Müntzer et puis le lien avec le développement de l'histoire anabaptiste, du message anabaptiste dans les régions, où on aurait voulu parler plus du réveil dans Zolikon, un petit village près de Zurich. Mais on avait un nombre de pages fini et puis on a dû prendre des décisions difficiles. Notre intention, c'était de pouvoir créer à la fin quelque chose qui évoque quelque chose de l'esprit et du message de ces premiers réformateurs et qui, on espère, inspirera les lecteurs et puis leur donnera de la nourriture intellectuelle. Pourquoi est-ce que ce livre s'appelle Par l'eau? Par l'eau, ça vient d'un auteur uthérite sur l'instruction autour du baptême. Et puis ce texte, il dit « Chacun doit d'abord évaluer soigneusement ce qu'il doit abandonner, mais il ne doit pas consulter sa chair et son sang. Ceux qui veulent entrer au service de Dieu doivent être prêts à être attaqués et à mourir pour la vérité, pour le nom du Christ, si Dieu le veut, par l'eau, par le feu ou par l'épée. » Donc le dernier volume de la trilogie dans le deuxième par le feu, il raconte l'histoire des leaders anabaptistes Jacob et Katharina Uther. Et puis il est sorti le 21 janvier pour l'année exacte des 500 ans des premiers baptêmes à Zurich. Merci beaucoup, Jason, pour cette présentation. 7 ans de travail, c'est impressionnant. Et puis donc une précision quant à ce que Jason disait tout à la fin, c'est évidemment en anglais que le volume 2 est paru en janvier de cette année, qui s'appelle donc By Fire, par le feu en anglais. Mais pour nous, en français, c'est en janvier de cette année qu'est paru le tome 1, c'est-à-dire Par l'eau. Donc au total, en anglais, il y aura Par l'eau, par le feu, par l'épée. Je voudrais maintenant donner la parole à Marie-Noëlle von der Recke, la traductrice, pour quelques mots de sa part concernant son travail. Tu peux réapparaître, Marie-Noëlle. Oui. Ça va? À toi. So, can you all hear me? Voilà. Ah, pardon, vous pouvez. Donc, je vais parler en français, hein, comme convenu. Je crois que tu peux y Voilà, aller. je suis très, très honorée, très reconnaissante d'avoir été invitée à dire quelques mots au sujet de mon travail sur la bande dessinée Par l'eau en tant que traductrice. Je connaissais l'histoire de Félix Manz depuis bien longtemps parce que quand j'étais jeune étudiante, Marlene Miller avait organisé des réunions où nous examinions ensemble les textes concernant les premiers anabaptistes, aussi la correspondance, par exemple, entre Konrad Grebel et Thomas Müntzer. Et par la suite, j'ai étudié la théologie au séminaire à Elkhart. Et lorsque je suis rentrée, la réflexion s'est poursuivie avec des personnes comme Neil Blau, qui est ici ce soir, ou Larry Miller, le frère de Marlene. Donc, c'est sympathique pour moi, quand on avance en âge, de faire un peu un retour aux sources comme cela.
Et j'ai quand même beaucoup appris en faisant ce travail de traduction. En fait, je n'avais jamais traduit de bande dessinée. D'habitude, je traduis des articles ou même des livres. Et c'était donc une expérience toute nouvelle pour moi et aussi de différentes manières un défi. Le premier défi, c'était que, comme chaque fois que je traduis un texte, je voudrais le rendre aussi fidèlement que possible. Mais traduire, c'est toujours prendre le risque de trahir. Et la question qui se pose constamment, c'est qu'a voulu dire l'auteur? Qu'est-ce qu'il voulait exprimer? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? En fait, c'est un peu un travail d'exégèse, et comme j'aime l'exégèse, j'aime la traduction. Donc, c'était un premier défi qui était pour moi très positif. L'autre défi, c'était qu'une bande dessinée s'adresse au public d'aujourd'hui, de préférence jeune, et il fallait donc éviter un vocabulaire trop théologique, trop ringard. Et en traduisant, je me suis souvent posé la question, est-ce que je pourrais mettre ce texte entre les mains et ces images entre les mains de la jeune génération? Là où c'était possible, j'ai essayé d'utiliser le vocabulaire d'aujourd'hui. Ce sont les lecteurs qui diront eux-mêmes si j'y suis parvenue. Traduire des bulles n'est pas facile. Le texte ne coule pas comme dans un article ou dans un livre. C'est un travail haché, qui est fatigant pour les yeux. Mais quand on voit le résultat, on s'aperçoit que cela en valait la peine. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand je regarde le résultat. Donc, j'ai aimé traduire les appendices explicatives en particulier, qui donnent des compléments d'information sur les personnages de la bande dessinée, et elles aident à mieux comprendre l'intrigue et à mieux la situer dans le contexte de la ville de Zurich. J'ai aussi appris des choses que je ne savais pas du tout. Quant au contenu, il y a aussi là des difficultés particulières. Que faire, par exemple, quand je ne suis pas d'accord avec l'original? Dans un cas particulier, j'ai dû avoir plusieurs exemples avec Lucille, qui est ici ce soir, et qui a transmis mes questions et est revenue vers moi avec des suggestions. J'ai dû, par exemple, accepter un compromis à la page 106, lorsque Zwingli est troublé par sa propre décision de mettre à mort Felix Manz. Sa femme dit dans le texte anglais « He did this to himself ». Il est peu probable qu'il y ait des sources originales concernant ce dialogue, et dans le film Le Réformateur sur Zwingli, il me semble me rappeler que la femme de Zwingli n'était pas si sûre que son mari avait raison d'ordonner cette exécution. Donc il y a eu un va-et-vient entre Lucille et moi et d'autres personnes compétentes, et nous nous sommes mis d'accord pour faire dire à la femme de Zwingli « il a fait un choix ». J'avais écrit à Lucille « c'est dommage que, juste à l'endroit où le texte ne repose pas sur une base documentée, on fasse dire à la femme de Zwingli quelque chose de plutôt horrible. » En effet, dans cette expression « he did it to himself », je retrouve une tendance bien moderne à retourner les choses, c'est-à-dire que c'est la victime qui est responsable de ce qu'on lui fait subir. C'est une insinuation qu'on retrouve dans les discours politiques aujourd'hui très fréquemment. L'Irak est responsable des bombardements qui ont fait des dizaines de milliers de morts, pour ne donner qu'un exemple. On aurait tout aussi bien pu faire dire à la femme de Zwingli une parole de compassion. C'était une femme forte qui n'était peut-être pas toujours d'accord avec son mari. Mais voilà, ce n'était pas dans mon texte. Ce n'était pas mon texte, mais c'était celui de Jason. Et j'ai dû me contenter d'une phrase un peu plus neutre, mais qui ne me satisfaisait pas complètement. Voilà, c'est un petit exemple du genre de difficulté qu'on peut avoir quand on fait un travail de ce genre. C'est un défi, et cela reste quelque chose qui pour moi n'était pas satisfaisant. J'espère que pour les lecteurs, c'est satisfaisant. En tout cas, je suis heureuse que la bande dessinée ait pu paraître, et je lui souhaite beaucoup de succès, car elle aborde un sujet qui n'a en rien perdu de son actualité,
Comment rester intègre face aux autorités lorsque celles-ci imposent leur vision des choses par la force? Comment rester fidèle à Dieu, à sa conscience, à ses convictions, quand il serait beaucoup plus facile de rentrer dans le rang? Voilà quelques réflexions de ma part. Merci beaucoup, Marie-Noël, pour ces réflexions de détail et aussi qui prennent un peu de hauteur. Merci bien. Je donne maintenant la parole à Neil pour son point de vue en tant qu'historien de l'anabaptisme sur cette bande dessinée. Voilà, merci. J'aimerais dire bonsoir à tout le monde et merci aux éditions Ménonites pour cette invitation. Je commence par dire que je ne suis pas un habitué des BD. Mon expérience en est plutôt limitée. Quand j'avais 10, 12 ans aux États-Unis, je lisais beaucoup les BD de Superman. C'était avant de connaître l'anabaptisme. Et lorsque nos enfants étaient jeunes, je lisais les BD Astérix. Cependant, j'ai découvert l'intérêt des BD pour l'histoire. Et pendant plusieurs années, j'ai fait lire à mes étudiants en Vaud, étudiants en théologie, une bande dessinée qui aborde de manière juste et parfois très crue l'histoire du christianisme jusqu'à l'époque de la Réforme. En ce qui concerne l'ouvrage évoqué ce soir, je ne dirai pas beaucoup concernant les images, que j'ai quand même bien apprécié, tout en étant partiellement daltonien et selon beaucoup de membres de ma famille, pas très visuel, mais j'aimerais relever quelques images qui m'ont impressionné parce qu'ils relient l'histoire de Mans à l'histoire chrétienne et à l'écriture. Donc, à la page 8, vous avez la représentation de Félix et Régula, ce qui ancre le récit dans l'histoire des premiers siècles chrétiens, et c'est renforcé plus loin, aux pages 18-19, par la vision de John Mans dans l'eau, où il est porté par les martyrs, et c'est repris à la fin, à la page 119, qui illustre le noyade de Félix Mans. Je continue, si j'arrive, à la page 55. Il y a la tentation de Jésus, qui introduit l'épisode sur le conflit avec les autorités de Zurich. Et j'imagine que c'est là où Satan propose à Jésus tous les royaumes du monde. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aussi beaucoup apprécié le grand phénix. Peut-être parce que j'ai trouvé des références au phénix dans des textes anabaptistes du XVIe siècle. Je ne sais pas, c'est peut-être à Jason de répondre, mais à la page 78, il y a le captif qui me rappelle la lutte de Saint Antoine dans le désert égyptien avec les démons, qui représente donc la lutte spirituelle intérieure. À la page 111, il y a la Passion. Jésus priant dans le jardin pour introduire le cheminement de Félix Mans vers son exécution. À la page 120, vous avez la mère de Félix Mans qui tient son fils. Ça fait quand même penser à Marie qui tient le Christ. Je pense que c'est l'inspiration de cette image. Et puis, voilà, je pense que, oui, aussi, oui, juste à côté, la page 121, c'est l'archange Michel ou Saint-Georges qui terrasse le dragon, qui représente la victoire de Dieu sur les forces du mal. Donc, je pense que les images servent beaucoup à renforcer l'histoire. Et je crois que c'est bien réussi sur ce plan-là. Mais mes remarques
principal vient de mon expérience d'historien de l'anabaptisme. Il est clair qu'il y a beaucoup de recherches historiques reflétées dans le récit. Et j'ai trouvé des allusions très fines, des descriptions justes selon les sources que je connais, des éléments concernant Zwingli, les anabaptistes que j'incluais dans mes cours d'histoire. Par exemple, les allusions à Thomas More et l'Utopie, hein, écrit en 1516, qui circulait beaucoup, des allusions à Erasme, qui, à mon avis, est sous-représenté, donc il est un personnage important. La devise ad fontes, aux sources, hein, qui était très important pour le retour à l'écriture. Fait peu connue la participation de Zwingli comme aumônier à la bataille de Marignan, qui faisait de lui d'ailleurs un pacifiste pendant quelques années. Il y a le portrait du mauvais comportement du jeune Conrad Grebel à Paris, que certains historiens ménonites auraient voulu laisser dans l'ombre. Zwingli, malade de la peste, qui le rapproche, c'est à ce moment-là qu'il se rapproche plus de la théologie de Luther. L'événement de la saucisse de Carême en 1522, le rôle de l'imprimeur Froschauer, les actes d'iconoclasme, le renversement des statues, et puis la référence à Zwingli qui, comme Luther, voulait ménager les faibles pour maintenir l'unité politico-religieuse à Zurich. En même temps, il est utile de savoir qu'à cette époque, la vie de Zwingli et l'indépendance de la ville de Zurich étaient hautement menacées. Il y a aussi le désaccord sur le baptême, mais qui ne fait pas mention du fait que Zwingli avait d'abord inspiré les jeunes anabaptistes et plus tard changé d'avis. La lettre à Thomas Müntzer, les allusions à la guerre des paysans avec les 12 articles des paysans parmi les documents de la fin, j'y reviendrai tout à l'heure. La question de savoir s'il fallait aller au pays des Indiens, hein, ça se trouve dans les sources. Et puis les références constantes à la non-violence prônée par Félix Manz. Et donc, grosso modo, je pense que sur le plan historique, le récit est solide. Ma question de vieil historien, si on veut, j'ai pu reconnaître beaucoup d'allusions, beaucoup d'événements, mais je pense seulement parce que j'ai enseigné et écrit sur ces sujets depuis longtemps. Et je serais curieux de savoir comment un jeune ou quelqu'un qui ne connaît pas le déroulement des origines de l'anabaptisme lit cette bande dessinée. Par exemple, quand j'ai fait lire la bande dessinée sur l'histoire médiévale à mes étudiants à Vaud, ils avaient déjà un semestre d'histoire médiévale pour donner des points de repère. Et c'est probablement, j'imagine, la raison que nous trouvons la description plus détaillée des personnages, la chronologie et des textes à la fin. Là, il y a des ressources précieuses. Donc, j'ai lu la bande dessinée avant de lire ces dernières parties. Ensuite, j'ai relu le texte une deuxième fois. Et je pense que ce sera nécessaire pour la plupart des lecteurs, car cette histoire est complexe, vient d'une époque qui est peu connue de nos jours. Mais il me semble que la bande dessinée est une bonne manière d'aborder l'histoire, d'ouvrir l'intérêt à son égard. Bon, Jason a dit qu'ils ont dû couper des choses, donc je vais parler des choses qui m'ont manqué. Le livre fait allusion à Thomas Müntzer, à la guerre des paysans. C'est une des choses coupées apparemment. Mais les événements de Thomas Müntzer se déroulent en Allemagne, bien au nord de Zurich. Par contre, plus proche géographiquement de Félix Manz, ont aussi eu lieu des aspects très importants du soulèvement paysan. Une semaine avant la bataille de Frankenhausen, évoquée dans la BD, a eu lieu un massacre des paysans à Saverne, en Alsace, où 18 000 paysans ont perdu la vie. Nous savons que Michael Sattler a probablement quitté le monastère lors d'un passage des paysans avec les 12 articles. Et puis,
les événements de la forêt noire, donc le soulèvement paysan dans la forêt noire et en Alsace, étaient beaucoup moins marqués par l'illuminisme de Münzer. Je dirais que c'était beaucoup plus zwinglien et luthérien. Hein. Ce qui me manque, ou c'est pourquoi il me manque le personnage de Balthasar Hubmaier dans ce récit, même une toute petite mention. D'ailleurs, il se trouve dans la chronique luthérienne de leur histoire rédigée au XVIe siècle. Car après la mise en place de la communauté de Zollikofen, les anabaptistes, y compris Félix Mans, vont ailleurs pour évangéliser. La ville de Waldshut, où Hubmaier est pasteur et met en place une église anabaptiste, joue un rôle très important. Donc, à cette époque, donc printemps 1525, Waldshut soutient le soulèvement des paysans et Hubmaier justifie leur cause par quelques écrits. Le mouvement anabaptiste se lie aussi aux revendications paysannes autour de Schaffhouse et de Saint-Gall, où sont célébrés des centaines de baptêmes. Félix Mans est aussi allé dans ces régions. Et donc, dans la plupart des régions rurales où il y a eu des succès missionnaires des anabaptistes, on peut établir des liens avec les soulèvements paysans et le mouvement anabaptiste lié de Zurich et de Zollikofen. Donc, pourquoi je dis ça? Avec Grebel, Félix Mans tient à la non-violence qu'il a appris du Nouveau Testament, mais aussi probablement du jeune Zwingli, marqué par la bataille de Marignan et par Erasme. Mais la participation de certains anabaptistes au soulèvement paysan montre que la question de la non-violence est débattue. Elle n'est pas complètement réglée avant Michael Sattler et Schleitheim en 1527, lorsque Félix Mans est déjà décidé. Et à partir de ce moment-là, la non-violence entre dans les confessions de foi, d'abord des Suisses, ensuite des Luthériens et ensuite des Ménonites. Une dernière remarque, et je terminerai, la bande dessinée reflète bien le contexte polémique de l'époque. Les paroles, les gestes sont durs, méchants, violents. Et ces aspects doivent faire partie d'une représentation juste de cette histoire. J'aurais cependant apprécié quelques mots dans l'avis au lecteur ou à la fin concernant les efforts faits pour aller au-delà de ce conflit dur en vue d'une meilleure compréhension entre anabaptistes, protestants et catholiques. S'il ne faut pas cacher les éléments négatifs de cette rupture au XVIe siècle, il ne serait pas sage d'en rester là, de projeter sur les membres des églises d'aujourd'hui les attitudes du passé. Il est aussi important de savoir, nous le savons je pense, que notre propre histoire anabaptiste, luthérienne, ménonite, ne reflète pas toujours le zèle ou les convictions des origines. Nous avons connu, nous connaissons aussi des conflits, des ruptures, des divisions. Donc, en dépit de ces quelques remarques, je termine en disant que cette bande dessinée, très intéressante, souligne l'importance de l'histoire dans l'émergence, le maintien, le renforcement de notre identité anabaptiste. Et donc, je remercie ses auteurs, Jason en particulier, Marie-Noël, et les éditions ménonites de nous l'avoir rendu disponible. Merci. Merci beaucoup, Neil, pour ce point de vue d'historien sur les événements et puis aussi de théologien qui porte un regard actuel sur cette histoire. Dans les prochaines minutes, je voudrais donner la parole à Jason s'il veut réagir à l'une ou l'autre chose dite par Neil ou par Marie-Noël. S'il a l'une ou l'autre réaction, il peut prendre la parole maintenant et il sera traduit vers le français par Salomé. Well, first of all, I just want to thank you both very much for your comments and your criticism. Merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires et puis vos critiques, pour l'attention avec laquelle vous avez lu cette histoire.
This book's been out for a couple of years in this country at least Donc, already. aux États-Unis, le livre est sorti depuis quelques années. Thoughts and wishes I've heard from several places. Et vous n'êtes pas les premiers à faire ces retours. Peut-être qu'effectivement, on aurait dû inclure plus d'informations sur les choses que vous avez dites. C'était notre première BD. C'était la première BD aussi que les éditions Plot faisaient. C'était un processus d'apprentissage. Il y a des endroits où on aurait voulu rajouter plus d'informations. Par rapport aux commentaires sur l'épouse de Zwingli, l'intention, c'était jamais de faire d'elle la méchante. Mais on voulait pas en faire la méchante. On aurait dû réfléchir un petit peu plus. Et puis sur la question de la guerre des paysans, oui, c'était dans nos premiers jets, on en parlait beaucoup plus, on parlait d'Oudmayer, et puis des événements qui étaient plus proches de Zurich, mais là aussi les éditeurs ont dû décider de le retirer de l'histoire, et puis maintenant je me dis, ça aurait vraiment rajouté beaucoup. Mais à l'époque, il y avait tout un arc narratif. Il devait y avoir un personnage qui revient de ce massacre et puis qui vient en parler aux autres. On aurait exploré plus la question de la non-violence, du changement de Zwingli qui est d'abord un avocat de la non-violence, puis qui devient plus impliqué au niveau politique. Peut-être qu'un jour on retravaillera la BD et puis on remettra ces éléments-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire et d'étudier cette histoire. J'ai beaucoup apprécié vos retours. Merci Jason. Je propose que à ce stade nous fassions une très courte pause, 2 minutes, pour que Salomé, notre traductrice, puisse souffler un petit coup avant que nous allions vers quelques questions de ma part à Jason et peut-être à Neil également. Donc on va dire 2-3 minutes de pause et nous reprenons à 21h, on va dire. Merci de votre compréhension. Petite pause. It's actually pretty good. Well, he obviously appreciates what you had to say. That's tough.
Nous allons reprendre en espérant que vous êtes dans les parages. Je vais poser l'une ou l'autre question, mais avant ça, je voudrais juste montrer les BD dont Neil a parlé et qu'il a utilisé lorsqu'il donnait ou qu'il donne des cours d'histoire de l'Église. C'est de deux auteurs et ça s'appelle L'Empire et c'est en 2 volumes, une histoire du début de l'histoire de l'Église jusqu'au XVIe siècle. Si quelqu'un est intéressé, je le signale en passant. Je voudrais poser une question à Jason, s'il peut revenir à l'écran, à propos de ce que Neil disait concernant le fait qu'au XVIe siècle, les conflits entre personnes de différents courants des réformes et puis de l'Église catholique étaient très durs. Et Neil a dit qu'il était juste de décrire ce contexte vraiment très conflictuel, mais en même temps, il exprimait le regret que peut-être quelque part dans l'avis au lecteur en début, il n'y ait rien sur le fait qu'aujourd'hui, heureusement, on est dans un autre contexte et il y a eu des rapprochements et il y a des rapprochements entre confessions chrétiennes, entre catholiques et ménonites par exemple, et d'autres également. Que dis-tu, Jason, de cette idée que peut-être une mention de l'évolution des rapports entre confessions chrétiennes aurait pu avoir sa place quelque part dans un mot de ta part ou des auteurs? That's certainly a great point and something, we definitely could Je have pense que included. c'est vraiment une bonne idée, c'est quelque chose qu'on aurait pu inclure dès le premier livre. Comme je l'ai dit, c'est une trilogie et on travaille actuellement dans la troisième, on travaille sur le troisième livre. Chaque livre, c'est une histoire et où il y a toujours un lien avec l'histoire précédente. Et puis le plan, c'est de pouvoir inclure, de conclure la trilogie avec des informations de ce type pour dire que les gens se sont rapprochés avec les catholiques, etc. C'est vraiment une information qui est importante. Et puis j'espère qu'on pourra y mettre l'accent dans les projets qui viennent. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le dire dès le début, dès Parlo. C'est vraiment c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui prendront le livre et qui savent rien, qui sont pas au courant et qui peuvent imaginer que les chrétiens entre eux continuent de se battre et ce n'est pas le cas. Donc merci pour ce commentaire. Merci. Une autre question. Tu dis, Jason, dans l'introduction que tu t'es lancé dans ce projet dans le souci de transmettre l'héritage des premiers anabaptistes. Qu'est-ce qui, pour toi, est vraiment important dans ces anabaptistes du XVIe siècle et que tu as voulu transmettre aujourd'hui aux lecteurs actuels? Well, I think Neil touched on it, what I would say, in thinking that over, obviously the importance and value of learning. J'y réfléchis et pour moi c'est vraiment, je crois vraiment à la valeur, à l'importance d'apprendre l'histoire, la vérité de ce qui s'est passé. Il y a un trésor de leçons à apprendre en étudiant l'histoire. Parce qu'il y aura toujours ces batailles entre le bon, le bien, le mal. Et puis, on peut pour trouver notre place, on a besoin de connaître les histoires et puis de nous laisser inspirer, même si les circonstances sont différentes. Il y a des choses qu'on peut apprendre ou qui peuvent nous inspirer dans les histoires, les exemples de ces hommes, de ces femmes, dans leur sacrifice, dans leur engagement. Et c'est vraiment, pour moi, l'élément principal que je voulais transmettre. Et j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait, tout à fait. La bande dessinée suit le personnage de Félix Mans,
pourquoi avoir retenu ce personnage plutôt que d'autres de l'époque? Well, as I said, the trilogy kind of tells a continuous story, and we wanted to start right at the beginning. Donc la trilogie, elle raconte plusieurs histoires et puis on voulait commencer avec le début de la réforme radicale. Et Felix Manz, on s'est dit, c'est vraiment un des premiers martyrs. C'est une bonne histoire pour commencer. C'est clair qu'on aurait pu en choisir plusieurs, mais Félix, c'était vraiment le meilleur dans cette situation. C'est un jeune homme, il y a plusieurs arts qui croisent plusieurs personnes et puis son histoire nous permettait d'aborder plusieurs thèmes, plusieurs questions. C'est comme ça, on l'a choisi vraiment pour commencer la trilogie. Tu as fait donc le choix de produire et d'écrire une bande dessinée. Pourquoi, selon toi, la bande dessinée est un bon outil, un bon médium pour transmettre, par exemple, l'histoire des anabaptistes? Well, personally, I've always been interested in or had a long-standing interest in comics and graphic novels. Moi, j'aime les bandes dessinées depuis toujours. J'en lis beaucoup. C'est un format qui m'a toujours plu, qui m'intrigue, comme à utiliser pour raconter des histoires. Et puis, en réfléchissant à ce projet, on a parcouru des tonnes de BD qui racontaient des histoires, des biographies. On a regardé différents formats. On a regardé Mouse. Il cite plusieurs BD américaines qui se penchent sur des questions historiques et qui touchent vraiment une audience vaste. C'était vraiment, pour nous, c'était clair que c'était une bonne façon d'introduire l'histoire pour quelqu'un qui ne va pas forcément se former en théologie et puis prendre un bouquin de 400 pages. Ça permet de donner une première introduction à ces histoires. Comme j'ai dit, on a des adolescents, des enfants adolescents, puis on se demandait, mais qu'est-ce qu'ils prendraient dans la bibliothèque? Et puis on s'est dit, une bande dessinée, ça c'est une bonne option. Dans ton expérience, justement, concernant les jeunes lecteurs, les jeunes, comment réagissent-ils à la lecture de la BD en anglais par rapport à la question de Neil qui trouve que le récit est en soi assez complexe et que peut-être il se demandait si des lecteurs néophytes et jeunes arrivent à suivre le récit. Quelle est ton expérience des réactions des jeunes lecteurs? I've only heard from the people I've spoken with who've given it to their Alors les children, gens à qui j'ai parlé, qui en ont donné à leurs amis ou à leurs enfants, j'ai entendu plutôt que des réponses positives, qu'ils ont aimé le livre, même sans forcément connaître le contexte historique ou théologique. Ils ont trouvé que l'histoire était intéressante à lire. C'est vrai qu'on aurait pu rajouter plus de texte, plus d'informations. Ça aurait été plus facile alors pour expliquer les événements. Mais dans l'ensemble, on avait des bons retours. Concernant les annexes et les textes explicatifs et historiques de fin de bande dessinée,
d'où est venue l'idée d'avoir cette dizaine ou quinzaine de pages comme ça en annexe? Je trouve que c'est une certaine originalité dans cette bande dessinée historique d'avoir ces ajouts de texte. D'où vient l'idée? Comment est-elle née? Personally, I always like that additional information, kind of like Alors, the making of, whether it's a movie moi, or, j'aime trop ça dans les bandes dessinées ou quand il y a tout d'un coup le making of. the creator, the euh, artist, or the author Et put puis a on great peut deal of voir time and alors thought comment est-ce que a le little bit more. créateur, I've always l'artiste been a intrigued by that kind of réfléchi ou thing. construit son histoire. To see photos of Euh, where the thing took place, you des know, where photos the de artwork that may have been referred euh, to in the story came à from. quoi les graphistes font Yeah, référence. a certain amount of like additional information that Il y a parfois à la fin des livres contributed cette to the information en story. plus et je trouve que ça rajoute toujours So beaucoup à from the beginning, l'histoire. I wanted to have that in there. I felt it Et was donc dès le important. début, je voulais qu'on Again, mette because ça. being a graphic novel, you can Euh, only have so much in the Parce text. que You dans can une only have, BD, you on know, peut seulement mettre just a word un bubble, nombre you know, limité so many words d'informations. that Il faut que really les bulles, elles important. soient, So you can't voilà, elles get limitent you know, le in depth, texte. too in depth On ne peut pas y with aller trop en information. So by profondeur. graphic books, I had to have a little bit more at the back there. Et alors de pouvoir And then donner we wanted from the plus beginning, à la fin du livre, c'est quelque chose qu'on a voulu you know, faire dès le maps début. and so on. You know, these different Pouvoir things y to kind of mettre des help fill out cartes, the story. etc., pour pouvoir permettre More. aux lecteurs de vraiment étoffer un peu l'histoire. Merci. As well as suggested, you know, as well as having the suggested further reading. A lot of the books C'est aussi pour ça qu'on a mis une bibliographie pour les gens qui veulent aller plus loin. You know, creating the visuals and so on. Et puis et pour expliquer comment est-ce qu'on a créé les visuels. C'est ça. Merci. Un mot sur la bibliographie dans l'édition française. Nous n'avons pas repris telle quelle la bibliographie anglaise, mais nous l'avons adaptée en y mettant des sources, ou plutôt des textes et des articles et des livres en français, même s'il y a aussi une partie des références qui étaient présentes dans l'original anglais. Je voudrais rester encore quelques instants sur cette partie annexe et historique en invitant Neil à revenir à l'écran, s'il veut bien, et en te proposant, Neil, de dire ce que tu trouves vraiment intéressant et utile comme texte historique qui est à l'arrière-plan, donc dans la partie annexe. Je les passe en revue, puis tu te répondras après. Il y a les 12 articles de la révolte des paysans. Il y a le récit du premier baptême d'adultes à Zurich. Il y a une description par un adversaire de la première communauté anabaptiste. Il y a un texte de condamnation des anabaptistes à Zurich, la condamnation à mort de Félix Mans, et puis un hymne de Félix Mans finalement. Quels sont les textes que tu trouves vraiment particulièrement utiles, Neil, comme historien et comme chrétien aujourd'hui? Comme historien, je n'aimerais pas choisir. Je crois que tous ces textes sont très utiles et ajoutent tu vois, la qualité de la bande dessinée. Hein. Le récit, le premier baptême d'adulte vient de la chronique luthérienne. Et ça, c'est un texte classique. Hein, et je crois que c'est vraiment intéressant. La description, disons, les textes de condamnation sont aussi intéressants parce qu'ils montrent la mentalité politique à l'époque et puis le lien entre christianisme et société. Bah, l'hymne, là traduit par Claude Bécher, c'est un peu la spiritualité de Félix Mans. Moi, j'étais vraiment positivement impressionné de manière positivement par ces textes et par le choix qui a été fait, y compris les 12 articles de Révolte des paysans. Parce que si on le regardait de près, on trouverait des éléments de Luther et de Zwingli. On n'a pas le temps ici d'entrer dedans. Et puis, on peut le comparer à certains textes de Balthasar Hubmaier en faveur disons, du mouvement paysan. D'ailleurs, qui a commencé comme une sorte de boycott non violent
et qui n'a pas viré à la violence avant la résistance des autorités politiques. Hein. Et là, ça montre, disons, il y a quand même des liens très intéressants entre ces 12 articles, le mouvement paysan et les débuts de l'anabaptisme qui montrent un souci véritable pour la justice sociale, pour le partage économique, et c'est des éléments qui ne sont pas toujours présents dans notre propre compréhension, disons, dans nos églises d'aujourd'hui. Voilà, donc, Très bien. Peut-être encore une question à toi avant de revenir à Jason. Euh, Cette histoire d'un martyr, Félix Manz, et des autres autour de lui qui étaient d'abord des disciples du réformateur Zwingli, ces hommes et ces femmes ont eu des positions, on appelle parfois radicales, en refusant les compromissions et peut-être même les compromis euh, que Zwingli essayait de tenir avec les autorités de la ville de Zurich. Ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, cette position radicale, absolue, qui refuse tout compromis, on pourrait dire, est-ce qu'elle apparaît comme trop radicale, comme trop extrémiste? N'aurait-il pas fallu que ces hommes recherchent la voie du compromis? ah, c'est difficile pour l'historien de dire ce que les gens auraient pu ou auraient dû faire. Euh, je trouve que le jeune Grebel, etc., ou peut-être Mans aussi, ils sont très, bon, ils sont jeunes, ils sont enthousiastes, ils sont jusqu'au bout. Euh, et en même temps, sans cela, je pense qu'on n'aurait pas eu, disons, c'est quand même un élément important de début de la séparation entre l'Église et l'autorité politique. Car les réformes du XVIe siècle ont abouti à une série de guerres qui ont duré au moins une centaine d'années, qui aboutissent aux Lumières, qui rejettent le christianisme et qui est une source importante du refus du christianisme en Europe occidentale aujourd'hui. Donc, je pense que la non-violence et le désir de séparer l'Église de l'État sont des éléments. Bon, à ce moment-là, c'est pas accepté. Ça sera accepté petit à petit, mais quand même, ce sont des témoignages utiles. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il y aurait peut-être des domaines où il faudrait être radical. Disons, actuellement, on parle beaucoup de Dietrich Bonhoeffer, qui a eu le courage de lutter contre Hitler, Karl Barth aussi. Dans notre monde de conflit, on pourrait se demander, euh, et si l'Église, dans son ensemble, restait fidèle à ses principes, hein, tout au long de l'histoire en Europe et puis aujourd'hui, parce qu'on a un regain de nationalisme chrétien aux États-Unis et puis il y a la position de l'Église orthodoxe en Russie, qui reflète un peu ce contre quoi les anabaptistes oui, disons, ce qu'ils ont contesté. Merci beaucoup. Je termine avec une dernière question à Jason avant de vous donner la parole aux uns et aux autres. Si tu peux revenir, Jason, brièvement, et sûrement rester en ligne ensuite puisqu'il y aura des questions. Une question sur le style de la bande dessinée. Est-ce que on peut y voir une petite influence du style manga ou pas du tout? I personally like manga a lot, so I won't be surprised Personnellement, j'aime pas trop les mangas, alors ça me serait, je serais surpris qu'on les voit. Mais je disais que dans l'ensemble,
au niveau du graphisme, on espérait donner un peu l'ambiance des manuscrits du passé. C'est pour ça qu'on utilise un peu les enluminures. On voulait évoquer quelque chose de cette période de temps. Mais c'est clair que les influences pour les dessins, ils viennent d'un peu partout. Et puis c'est sûr que les mangas, on en voit partout. C'est sûr que, en partie, ils ont dû m'inspirer. Ok, merci beaucoup. Voilà, alors j'aimerais ouvrir aux uns et aux autres pour le temps de questions, de réactions. Si vous avez simplement de l'appréciation ou des questions critiques, n'hésitez pas. Et je vous invite soit à m'écrire, mais j'ai rien reçu pour l'instant, ou simplement à ouvrir votre micro et votre caméra et à poser vos questions à tour de rôle. Et en indiquant à qui vous adressez la question entre Jason, Neil, Marie-Noël. Marie-Noël, tu as une question? Non, Ah, d'accord, tu fais une apparition. il faut juste apparaître seulement quand on a quelque chose à dire. Oui, c'est ça l'idée. J'ai pas compris ton invitation. J'ai cru que C'est ça l'idée. tu invitais tout le monde à se reconnecter. Ok, je me déconnecte. Enfin, reste avec nous quand même, mais si tu peux couper ta caméra volontiers. Et voilà, n'hésitez pas, questions, réactions, commentaires à cette bande dessinée. Moi, j'aimerais demander à Marie-Noël combien de temps il a fallu pour traduire euh, la BD. Parce que je pense que c'était quand même, comme tu dis, avec les bulles, c'est pas évident. J'imagine que c'était un travail compliqué et difficile. Oui, effectivement, ça, ça a pris plus de temps que je ne pensais. Enfin, c'est du fait que ce sont des phrases courtes. Bon, on me l'avait donné de deux manières, hein. Je l'avais avec les images et sans les images. Mais ça a pris quand même du temps, je pense. Bon, c'est pas la seule chose que je fais dans une journée. Et puis, comme c'est quelque chose de très minutieux, du fait des courtes phrases où il faut que je regarde en même temps ce que ça donne dans la bulle, parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour la bulle. Donc, c'est quand même assez fatigant comme travail de traduction. Donc, moi, je sais pas, je crois que j'ai mis 3 mois à peu près quand même. Mais c'est difficile de comparer avec la traduction d'un livre. De toute façon, je ne suis pas professionnelle et je ne travaille pas toute la journée. J'ai des tas d'autres choses à faire. Merci. D'autres questions? Ah, Daniel, bonsoir. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Nous saluons Daniel qui est au Québec. Oui, bonjour à tous. Bonjour Daniel. J'aimerais avoir l'information sur ce schéma, ce logo, je ne sais pas trop, qui était au tout début, avant l'avis au lecteur, parce que, étrangement, les patriotes qui se sont opposés aux Britanniques à Saint-Eustache en 1700 quelque, là, 30 quelque, avaient un logo avec deux poissons semblables à ça. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce logo-là? Oui, c'est en luminure peut-être. Oui, c'est en page non, pardon, 1, 2, 3, 4, 5. It's the constellation of Pisces. C'est la constellation du Poisson. On la voit aussi dans l'image, la double page d'ouverture. On voit cette image d'un poisson. On la voit à droite. C'est une gravure de l'époque.
dealing with the une image a prophecy qui predicting parlait en fait d'une prophétie Peasants' War and a qui change coming in the year. qui prédisait There was la guerre des paysans dans les années à conjunction venir. in the constellation of Pisces Et that puis on took disait place que at ça the time. arriverait au moment où la constellation du Poisson est visible dans le ciel. It was sort of heralding the new era, heralding a new something new. Quelque chose qui annonçait en fait une nouvelle époque. Et donc on a choisi de l'inclure. On voit encore, c'est une enluminure médiévale. C'est la constellation du Poisson. Et puis, dans le contexte du christianisme, cette constellation, elle représente aussi Jésus avec le poisson qui sort de l'eau. Voilà, c'est un lien avec cette prophétie. On le voit aussi on voit la gravure originale à l'arrière, je crois. Anyways, it's an actual engraving that we used that was part of the prediction of the Peasants' War and the coming changes in Europe. Voilà, c'était une gravure qui prédisait la guerre des paysans et qui était inspirée par la constellation du Poisson. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Yes. Oh. Je pense. Merci, Jason. J'ai reçu l'une ou l'autre question dans le chat que je vais lire, une question d'Étienne, mais en fait le mieux, Étienne, c'est que tu ouvres ta caméra et ton micro et que tu la poses toi-même, ça sera plus sympathique. En fait, c'est Étienne et Prisca. Bonsoir. Et c'est Prisca qui pose la question. Quelqu'un avait parlé avant concernant l'oiseau, page 70 et 71, et on retrouve cet oiseau, page 72. Est-ce que c'est possible, un peu dans un autre sens? Quel est cet oiseau? L'esprit, le phénix, je sais pas quoi. Dans la page 72, on le voit comme les flammes de feu, voilà, dans un autre mouvement. Yeah, well, obviously the double spread is the phoenix. Donc celle qu'on voit sur les doubles pages, c'est bien un phénix. Le concept du phénix, c'est un concept qui date de plusieurs siècles, qui parle en fait d'une nouvelle vie qui naît des cendres. Et puis c'était une façon de représenter la transformation du baptême en fait, avec les flammes aussi de la Pentecôte et du Saint-Esprit. Il y avait plusieurs liens, mais surtout c'est un phénix. Et il apparaît encore dans un des titres de chapitre, ici. D'accord, ok. Là pour le baptême. C'est l'imagerie médiévale qui nous a inspiré. Le phénix qui représente en fait une nouvelle naissance, une nouvelle vie. D'accord. Et la page 72, le dessin, le mouvement, c'est comme un oiseau. Il y a les flammes qui... Yeah. It's also represented. It's another version of the phoenix. C'est une autre version du phénix, ouais. Merci. Oui, tout à fait. On essayait de penser à quelque chose. Bon, voilà, on s'est dit que le phénix était une belle façon de faire une référence à la nouvelle naissance du baptême. D'accord. Et encore une question de dessin. La femme, le deuxième dessin, avec le poisson dedans, voilà, qui c'est? À quelle page, Prisca? C'est le deuxième dessin. À quelle page? Il n'y a pas de numéro, alors c'est la page 5 peut-être. Hein. 5 si on compte la couverture. C'est la femme avec le poisson dedans. Yeah, this one, you're talking about this one? Yes.
Oui, This idea, it's a theme we've developed for all C'est three un of the thème books. qu'on a développé It's kind of, et qui suit dans la trilogie, dans tous les trois livres, qui évoque en fait l'état du monde et quelque chose qui s'apprête à naître, quelque chose qui va venir dans tout ce chaos. Il y a la peste, la guerre, et puis on voit une promesse qui est posée, qui est silencieuse, qui est forte, qui est un peu la lumière qui veut rentrer dans le monde. d'accord. Merci. On m'a adressé une autre question. Nicolas, je te donne la parole, si tu veux bien. Oui, c'est beaucoup moins théologique. C'est de savoir est-ce que les deux autres volumes seront publiés en français dans les années prochaines, les jeunes années à venir. C'est ça aussi. La décision n'est pas prise. Nous attendons un peu de voir quelle réception le volume 1 a et aura avant que la décision soit prise de poursuivre la traduction du volume 2 ou 3. Donc en clair, si vous faites de la bonne pub dans vos réseaux pour que cette BD soit lue et achetée, alors peut-être que ça augmente les chances que les éditions ménonites publieront le volume 2 et le volume 3. En tout cas, vraiment merci. C'est très intéressant et stimulant pour la réflexion personnelle et théologique, je trouve. Merci à toi. Jason montrait le volume 2 et je te laisse le commenter, Jason, et le présenter. This is obviously in English. It's by far. It's the second Donc ça, book. c'est le deuxième. Il s'appelle Par le feu. Il est sorti là en janvier. Et puis, il est assez similaire au niveau du format. L'histoire, elle est au Tyrol, dans la partie qui est aujourd'hui italienne, qui était à l'époque autrichienne. Et puis, on suit en fait, la suite de l'histoire. Félix et les autres, ils avaient un peu cette image qu'on peut créer aujourd'hui une société qui soit juste. Et puis, Thomas More avec cette idée de l'utopie, est-ce que c'est réaliste de créer quelque chose de nouveau, de juste, une sorte d'avant-goût du royaume de Dieu dans le monde. Et puis là, la deuxième histoire, elle explore la vie communautaire. On suit Jacob et Katharina Uther, qui sont bien sûr persécutés, mais ça ne s'arrête pas là, puisque le troisième volume se termine au moment de la création de nouvelles communautés. Quand ils peuvent enfin, pendant un temps, créer et puis faire grandir ces communautés, vivre en paix pendant un temps. Et c'est là aussi qu'on parle de la réconciliation entre les différents groupes chrétiens dans l'histoire. Ça fera partie de ce troisième volume. Très bien. Donc le volume 2 porte, on l'a entendu, sur Jacob Uther et Katharina Uther, qui est donc le fondateur ou les fondateurs des communautés uthériennes ou uthérites, et qui étaient dans cette partie d'Europe centrale. Et le troisième volume porte sur Peter Riedemann, un des responsables de ces communautés luthériennes au XVIe siècle. J'ai reçu un mot de Claude. Claude, tu veux dire quelque chose? Et Daniel ou Marianne, je vous donne la parole ensuite, mais restez à l'écran, ça n'est pas gênant. Claude, j'ai vu ton commentaire, mais j'ai envie de te donner la parole pour décrire un peu plus, parce que c'est intéressant, si tu m'entends.
Oui, je t'entends. Claude Donc, Shakespeare. donc j'avais trouvé cette bande dessinée. On venait d'acheter, enfin, on venait de recevoir le livre par la poste. Et puis, Bernard lui a lu. Il le voulait. Il aime bien les bandes dessinées. Et il n'a pas du tout été choqué. Moi, j'avais un peu peur. Je me dis, oh purée, il va lire un livre un peu quand même choquant. Ben non, pour lui, ça l'a pas choqué. Et il était intéressé. Puis après, il a fermé le livre et fini. Donc, je suis pas sûr que tout le monde ait compris que tu parles de ton petit-fils de Oui, 6 ans qui oui, a vu la BD et on l'a lui a lu oui, et il semblait intéressé à oui, la... intéressé, mais pas. Moi, j'avais peur parce que je me suis dit, c'est pas de son âge, mais il voulait que Bernard lui dise. Et puis après, quand on a pas fait de commentaires, c'est-à-dire il a demandé certaines choses, mais après, c'était fini, voilà. Et il a pu nous demander quelque chose. D'accord. Merci pour ce petit écho d'un lecteur de 6 ans. Oui, La parole à vous, Marianne, Daniel. Oui, moi, je veux dire, en partie, la question que j'avais sur l'utopie a été abordée, hein, mais en fait, on voit la richesse, le travail qui a été fait par Jason et son équipe pour remettre dans le contexte médiéval et en même temps biblique, et on a l'impression de visiter une cathédrale. Quand on visite une cathédrale aujourd'hui, on voit des gargouilles, on voit des visages par moments déformés, des allusions qui sont bibliques la plupart du temps, mais aussi par moments qui nous étonnent. Par exemple, cette femme enceinte là, moi, elle me fait penser à la femme de l'Apocalypse. Oui, c'est ça. Elle me fait penser à la femme de l'Apocalypse qui accouche d'un enfant et puis qui en même temps cet enfant va être persécuté, poursuivi par le dragon, etc. Donc ce monde-là, on en est loin aujourd'hui, dans un sens, parce qu'on ne connaît pas le monde médiéval, parce que, soi-disant, on a quitté la peur, le monde de la peur qui était à l'époque, et tout ce qui était évoqué à la page de gauche en face de la femme. Et en même temps, on a l'impression que c'est très en phase avec l'évolution actuelle et enfin, les craintes et les catastrophes qui s'annoncent. Donc c'est juste pour donner un avis finalement extrêmement positif. Ça n'a que l'air d'être pour des enfants. Alors à 6 ans, on entend, enfin on comprend ce qu'on veut comprendre, mais on peut bosser dessus, je dirais, hein, comme Neil donnait des BD à travailler. Là, on peut bosser sur celle-là et que ce soit sur l'utopie et voilà, est-ce que la foi est une utopie ou que ce soit la question du Saint-Esprit en lien avec les images qu'on lui donne. Enfin, je trouve que c'est extrêmement riche. C'est extrêmement riche et merci hein, beaucoup aux auteurs et je souhaite qu'il y en ait une deuxième, voire une troisième. Merci. Jason, un commentaire? Thank you for those comments. I really appreciate it. So it's great to Merci. hear Merci your beaucoup pour take vos and response retours. to this. It's great. It means Euh, a lot. And thank you. ça m'encourage beaucoup. Merci beaucoup. Iska et Étienne ont aussi posé la question suivante. Combien de BD ont été imprimés? J'ai pas le chiffre, mais peut-être que Samuel Bermond du conseil d'administration des éditions Ménonites peut répondre à ça ou quelqu'un d'autre du conseil d'administration. Je suis pas sûr du tirage. Oui, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois, on était à 1300, si je me trompe pas, donc un petit peu plus que d'habitude. Là aussi, c'est un petit peu un pari parce que, bien sûr, nos abonnés sont fidèles et eux, on sait que on peut compter sur eux. Mais après, au niveau des ventes, on ne sait jamais trop. Mais comme c'était vraiment un événement spécial, et puis vous savez qu'en cette année, il y a beaucoup d'événements autour de ces 500 ans, on a visé un petit peu plus haut que d'habitude.
Et pour l'instant, effectivement, on a des bons retours. Voilà, je ne peux pas en dire plus parce que on va encore en discuter hein, demain. Comme je vous l'ai dit, on a une réunion demain et on va faire un petit peu le bilan, donc c'est encore un petit peu tôt pour se prononcer. Mais le tirage était un petit peu plus élevé que pour un dossier normal. Voilà. Je précise, c'était 1000 Merci. exemplaires. Merci Raël. Tu es déjà au prochain. C'était le prochain qu'on a imprimé encore plus. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions à Jason, à Neil, à Marie-Noël? Ou des réactions? Moi, j'aimerais dire, je suis étonnée qu'un enfant de 6 ans, mais quand on voit des horreurs qui circulent, je ne m'étonne pas, mais je trouve que ça donne vraiment envie d'en lire d'autres, Jason Lancel, de livres que vous écrivez, vous et une équipe. Voilà. Merci beaucoup pour ce beau livre que j'ai déjà prêté et que je vais acheter et offrir avec mon mari. Merci. Jason, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la communauté du Broederhof dont tu fais partie, ses principales caractéristiques, comment vous vivez? Quelques mots là-dessus. Yeah, so for those who aren't familiar with the Bruderhof, it's a Christian Donc community. pour ceux qui connaissent pas le Bruderhof, c'est une communauté chrétienne qui a été fondée en Allemagne il y a un petit peu plus de 100 ans. Les fondateurs étaient inspirés par l'Église primitive, mais aussi les premiers anabaptistes. Giving ideas for how to develop a community, how to structure a community. Et puis c'est de ces expériences qui se sont inspirées pour réfléchir à comment est-ce qu'on structure une communauté. Donc on pratique le baptême d'adultes, la non-violence. On vit en communauté. Ce sont des groupes des groupes de maisons communes. Parfois c'est des appartements séparés, plutôt en ville, mais on partage notre argent, notre possession, tout ce qu'on a, on partage. On essaye d'aimer notre prochain, on essaye d'être artisan de paix, de vivre pour la justice, ici et maintenant, d'être un avant-goût du royaume de Dieu. Et puis, comme je l'ai dit, on a des communautés dans le monde entier. Voilà. On a quelques entreprises. On fait des équipements pour les personnes avec des handicaps ou des jouets pour les crèches et d'autres petites entreprises comme ça. On a nos propres écoles, nos propres lycées, mais on interagit quand même avec le monde à l'extérieur. Et puis on est souvent assez impliqués dans nos quartiers. Et puis on n'est pas complètement isolé. C'est une partie assez importante de qui on est, de nous inscrire aussi dans les quartiers, dans les régions dans lesquelles on vit. Donc on travaille beaucoup à l'extérieur de nos communautés aussi. Est-ce qu'on peut rendre visite à une de ces communautés, puisqu'il y en a une en Allemagne, une en Autriche, sauf erreur, et 2, sauf erreur, en Grande-Bretagne? Absolutely. No, Ah oui, carrément. Si vous allez sur notre site internet, je crois qu'il y a toute une partie qui vous donne des indications sur comment nous rendre visite.
Euh, Germany or close en to you, England. l'Autriche, il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne, proche de vous, il y en a en Angleterre. On aime beaucoup avoir des visiteurs. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. If you want to travel to the United States, you can come visit Si vous us. voulez venir aux États-Unis, vous pouvez venir nous rendre visite à nous. Good luck with that. Bon courage. No, but absolutely. If you go on our website, reach out Mais and ouais, Kirsten carrément. will get in touch with you. Vous pouvez aller sur notre site internet, vous nous mettez un message et puis on vous contactera pour organiser une visite. Vas-y, Neil, en allumant ton micro. J'aimerais lui demander de dire quelques mots sur leur publication que je trouve plutôt impressionnante. Tu parles de la revue, du Bah, magazine? des livres, Plough Publishing, et puis des revues, beaucoup de choses online, des choses qu'on peut recevoir tous les jours. C'est impressionnant. Et quelle est ta question? Bah, qu'est-ce qu'il peut dire un mot sur leurs publications? It's a Plough Publishing has been with Donc les publications Plough, les éditions de la Charrue en français, c'était une idée du Bruderhof en Allemagne. C'était important pour eux d'avoir une maison d'édition. Sur leur site internet, il y a beaucoup d'informations, c'est plough.com. Il y a un magazine avec des articles sur la foi, la culture, des commentaires sur des questions de justice sociale. Ça s'appelle le Plough Quarterly, donc un magazine trimestriel avec des auteurs excellents du monde entier. On publie aussi des livres, bah, évidemment nos BD, mais aussi beaucoup d'autres livres. C'est vraiment donc vous aurez toutes les infos que vous voulez sur le site internet plough.com. Merci, oui. On peut signaler aussi que certains de ces livres de cette maison d'édition, Plough, P-L-O-U-G-H.com, sont traduits en français et accessibles via le site de la maison d'édition Excelsis. Si vous allez là-dessus, vous verrez quelques titres. Joël et Christine Dannemann ont aussi mis dans le chat le site internet des communautés du Bruderhof avec le site français. Vous avez ça dans le chat si vous voulez vous renseigner sur ces communautés et voir comment les visiter, comme l'évoquait Jason tout à l'heure. Voilà, alors, est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question qui serait... L'une ou l'autre question qui serait encore à poser à Neil, à Jason, à Marie-Noël? Je donne encore une dernière fois la parole aux uns et aux autres. J'ai une question sur Sankha Banerjee. Est-ce qu'il n'est pas inquiété par rapport à tout ce travail qu'il a fait en Inde? He has mentioned he actually he's a professor at a Catholic university. Il est professeur dans une institution catholique. Alors il y a eu un petit peu des réserves par rapport à son travail, mais pas beaucoup plus à ma connaissance. C'est un excellent collaborateur, un très bon ami. Mais je crois que en dehors de l'université, il y a eu un petit peu des réserves au niveau de l'institution catholique sur ses postures, sur son implication dans un travail anabaptiste. Mais à part ça, j'ai pas entendu grand-chose. Merci. Donc on parle de Sankha Banerjee, qui est l'illustrateur final de la BD. Ça me donne l'envie de poser encore cette question à toi, Jason. Comment le contact avec quelqu'un qui est illustrateur en Inde s'est-il fait entre toi,
Brûlerhof, les éditions Plau et puis cette personne en Inde. We were looking for someone who could, do the final artwork for this. On cherchait quelqu'un qui puisse faire le graphisme final. Et puis j'avais vu son travail en ligne. Il a travaillé sur beaucoup de bandes dessinées en Inde, sur plusieurs BD qui se penchaient sur la mythologie en Inde ou sur des personnages historiques. Alors je l'ai contacté en ligne et puis on a créé une relation à partir de là. On travaille ensemble par Zoom. Bien sûr, on s'envoie des emails, des concepts, des idées. C'est une collaboration qui marche très très bien et qui a vraiment bien fonctionné. Et puis comme j'ai dit, avec mon épouse, on a pu aller passer du temps là-bas dans son studio. Et c'est vraiment une super collaboration. C'est devenu un bon ami. Magnifique. Voilà, alors nous allons clore. Je voudrais juste dire un mot avant de donner la parole à Samuel, en remerciant Jason, Marie-Noël, Neil pour leur contribution. Merci à Romain à la technique, merci à Raël à l'administration, merci à Samuel également. Et puis donc je nous encourage les uns les autres à faire connaître largement cette bande dessinée, à l'offrir, à en parler autour de vous. Merci beaucoup. À toi Samuel. Merci Michel. Effectivement, je crois que c'est un débat vraiment très riche. Et donc, vous l'avez compris, aux éditions Ménonites, on voulait vraiment proposer quelque chose d'un peu différent pour fêter ces 500 ans. On n'a pas tous les jours 500 ans. Donc, c'était un petit peu notre discussion ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour marquer un petit peu le coup et ne pas tomber dans quelque chose de trop historique. Donc, je trouve vraiment que cette BD, et je suis content des échanges parce que ça l'a montré, cette BD, elle montre un petit peu à la fois le fait que ça s'est passé il y a 500 ans, donc ça date quand même maintenant, mais que c'est toujours d'actualité. Et je trouve que la bande dessinée a ce pouvoir de transmettre à la fois ce côté d'histoire ancienne, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'était un petit peu le fruit de nos réflexions, utiliser cette BD avec vraiment un graphisme très moderne pour parler de quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans. Voilà, vous retrouvez sur la diapositive que vous voyez là, actuellement, vous retrouvez donc les différents événements, enfin quelques événements, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, on en a sélectionné quelques-uns. Donc très prochainement, puisque c'est la semaine prochaine, à la Prairie, à Montbéliard, il y a du 7 au 11 mai, plein d'événements, on en a noté quelques-uns. Donc, il y a Stuart Murray, mais il y a aussi un concert de Mosaic Orchestra, il y a des interventions de Claude et de Robert Becher aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses. C'est 4 jours où on va montrer les différentes façons de ce début un petit peu de l'anabaptisme, mais aussi de tout le mouvement évangélique. C'est ce qu'on essaye de montrer, que c'est pas juste quelque chose qui vient des États-Unis, mais le mouvement évangélique, il date de bien plus longtemps que ça. On peut remonter jusqu'à effectivement plus de 500 ans. Ensuite, en fin de mois, le 29 mai, il y a aussi un grand événement qui va se passer à Zurich. Et donc, si vous trouvez que c'est loin, renseignez-vous. Il y a des moyens de covoiturer. Il y a des bus qui sont aussi mis en place pour vous rendre là-bas. Et puis, au mois de juillet, il y aura aussi 3 jours d'événements très importants au Geisberg, donc du 3 au 6 juillet, où vous retrouverez Neil qui était avec nous ce soir, et puis le groupe Antidote que certains connaissent probablement. Dans les événements importants, il y a aussi en septembre les 26 et 27, ce colloque international sur l'histoire et la théologie anabaptiste qui se passera donc au Binnenberg en Suisse. Et puis on a aussi, puisque je parlais du Binnenberg, des soirées qui sont dispensées donc en ligne. Il y en a 4 d'octobre à février. Donc, avec plusieurs des personnes qui étaient là aussi, il y a Michel, bien sûr, et puis Marine Olioder et Alexandre Dusbaumer qui sont mentionnés aussi.
Voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire sur cet événement. Et puis, si vous êtes abonné, bien sûr, vous avez reçu le numéro 2 de cette année, hein, d'avril, qui est sorti en avril, là, il y a quelques jours. Donc, face au désastre, hein, c'est le dossier numéro 2 pour l'année 2025. Là aussi, quelque chose qui est très actuel parce que on parle beaucoup de crise dans le monde. C'est pas très récent, mais on voit qu'avec les derniers événements politiques internationaux, ça devient de plus en plus actuel. Ça envahit vraiment nos médias. Et donc, on trouve des réponses dans la lecture des livres de Jacques Ellul, et on a décidé de mettre en avant un petit peu cette réflexion que nous propose ce grand philosophe. Voilà, et donc, bien sûr, merci d'avoir assisté à ce webinaire. On va déjà vous parler du prochain, même si c'est un petit peu loin, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, on a prévu de le faire le vendredi 3 octobre, donc toujours à la même heure, 20h15. Et vous voyez les personnes qui seront invitées à cette occasion. Donc, Samuel Nigleman et Jean-David Knussel, donc, qui sont les organisateurs de la journée Jacques Ellul. Et Lucille, qui était là aussi, Frédéric Rognon, que vous connaissez peut-être parce qu'il a déjà participé à certains de nos webinaires, et puis Frédéric Deconinck, qui n'est plus à présenter, mais qui est donc sociologue, et donc qui apportera son regard critique sur la pensée de Jacques Ellul. Donc voilà le programme pour les prochains mois. Oui, on peut aussi vous parler du troisième dossier de l'année 2025, hein, qui concernera l'Ancien Testament, une façon que vous connaissez un petit peu d'aborder en répondant à des questions, les questions qu'on se pose, des questions parfois difficiles auxquelles on n'a pas toujours de réponse. Donc, ce sera l'objet du dernier dossier de cette année 2025. Voilà, donc on vous rappelle, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, que les éditions Ménonites, c'est un mensuel Christ seul, donc avec 11 numéros par an, et des petits livres, hein, comme vous les connaissez peut-être, moins de 100 pages, pas trop longs, mais qui essayent d'aborder des thèmes qui sont à la fois d'actualité et en même temps qui sont des points de repère, qui concernent l'Église et qui concernent notre foi au quotidien. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, bien sûr, vous pouvez aller sur le site des éditions Ménonites où vous retrouverez des exemples d'articles. Vous trouverez aussi un blog que Sylvie Kremer, la rédactrice en chef, fournit assez régulièrement. Vous trouverez aussi le lien vers la chaîne des éditions Ménonites, hein, si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qu'on propose. Il y a des petites vidéos qui présentent nos publications. C'est court en général. Vous allez sur YouTube, vous tapez Édition Ménonite et vous allez toutes les retrouver. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, si ça vous intéresse, la possibilité de vous abonner soit simplement au mensuel Christ seul, soit seulement au dossier, ou bien à l'offre combinée, donc Christ seul plus dossier. Ça permet d'avoir une petite réduction de 8 euros. Voilà, c'est fini pour la partie publicité. Merci encore d'avoir assisté à ce webinaire et on espère vous retrouver soit aux différents événements qui ont lieu cette année à l'occasion des 500 ans, soit au prochain webinaire, donc le 3 octobre.